Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenir et aujourd'hui je vais m'attaquer sur un coffret, oui encore un coffret. Mais cette fois-ci ce sera pas spécial catcher, ce sera une de stipulation que Cinéfilm avait proposé depuis le début. Donc même pas depuis le début, sur mon autre vidéo il avait demandé que je fasse d'autres reviews sur n'importe quel DVD spéciaux catcher en ce qui concerne, mais je tenais à le faire quand même, donc je vais me concentrer sur une stipulation cette fois-ci, donc je vais vous montrer directement. C'est les LNSL, les plus gros matchs de la LNSL de tous les temps, celui du fourreau, qui a rien, on va dire, derrière, mais on va dire un coffret rare que j'ai eu par le vendeur sur Facebook, hein. Donc je l'ai eu comme ça. Et donc, on va voir. Ça, c'est Kane quand il fait face à Otaker à Bad Blood le 5 octobre 1997. Lors d'un match face à Shawn Michaels, bien sûr. Là, c'est Stone Cold Steve Austin qui a une chaise en main, qui l'utilise contre... Je crois que c'était soit Kane ou Mankind. Peut-être Taker, peut-être. Là, c'est Mankind qui fait une chute sous la table des commentateurs. Celui-là, je crois que c'est lors d'un épisode de Raw. Donc oui. Et là, Shawn Michaels qui fait un switch en musique. Je crois que c'est sur Triple H à Bad Blood 2004. Et là, ben, c'est Triple H qui fait une descente du coude. Je sais pas si c'est sur Batista ou Triple H. Enfin, Shawn Michaels, pardon. Donc peut-être que ce serait un des deux. Et là, c'est Randy Orton qui fait un saut chassé sur Undertaker, même si on voit pas au fond de l'image. Là, c'est la cage au Survivor Series 2007. Donc là, leur affrontement Taker et Batista. Et voilà. Donc on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Donc là, c'est le moment connu. Kane qui arrache la porte de la cage pour faire face à son frère ennemi. Voilà. Et là, ben, l'image de Triple H ensanglanté, suivi quand il fait le tomber face à Monsieur McMahon. Et bien sûr, ils étaient en équipe. Là, c'était Batista en sang lors de Survivor Series. Ben oui. En fait, ils étaient pas en équipe, mais c'était DX contre les McMahon avec le Big Show. Donc voilà, j'ai corrigé mes petites erreurs. DVD 1, DVD 2, DVD 3. Et là, il y a les photos. Donc là, c'est la chute de Mankind lors de, on va dire, du King of the Ring en 98. Si je crois que c'est ça. Voilà. Et là, c'est Shawn Michaels qui donne, on va dire, des séries de coups de poing à Triple H lors de Bad Blood 2004. Donc c'était bien ce show-là. Et le dernier, ben, Stone Cold Steve Austin ensanglanté avec la chaise. Là, c'est lors d'un First Blood match entre lui et Kane. Et que l'Undertaker lui donne un coup de chaise dans la tête et qu'il saigne, il saignera par la suite. Donc il perdra le match vu comment il a saigné. Et par contre, ce match-là, il n'est pas dans le coffret, comme dans le match à WrestleMania 15 entre Undertaker et le Big Boss Man. Et la plupart, ben, on y reviendra. Voilà. Et la liste de programme, ben, ça, c'est moi qui l'a fait. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est mieux fait ou un peu pas trop vos genres. Donc, DVD 1, DVD 2, DVD 3, voilà, vous avez compris. Donc, la cour de récréation du diable. Donc, dans les 3 DVD, il va y avoir que ça. La cour de récréation du diable. Donc, voilà, maintenant j'espère que vous avez compris.
le début, donc le début de la cage ANSL. Donc les débuts. Tout le reste du programme, c'est Mick Foley qui ouvre, on va dire le DVD 1, DVD 2, DVD 3. C'est lui qui ouvre le programme pour les débuts du NSL. Donc là, il donne des analyses des matchs, donc de ce qu'il en pense. Donc c'est lui qui va dire tout le long. Et là, il va dire le, le début, donc In Your House, Bad Blood, le 5 octobre 1997. J'allais dire 2007, mais non. Ça ne va pas le faire si je continue comme ça. Et en plus, dans la stipulation de la NSL, il y a toujours de la pression quand la cage descend, car c'est sûr, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Est-ce qu'on pourrait avoir un accident, ou alors est-ce qu'on pourrait toujours revenir sur ses pieds, car c'est vrai que les matchs comme ça sont des fois très intenses. Donc faut pas se le cacher. Donc on va passer au premier match. Donc Shawn Michaels contre l'Undertaker. Là j'avais déjà dit WWF, WWE. À In Your House Bad Blood 5 octobre 1997. Ça je l'avais déjà dit. Un match assez historique. Peut-être le meilleur du coffret, car je sais bien que ce match-là, il a reçu un 5 étoiles par rapport au niveau d'intensité et de frisson par rapport comment le match a été buildé. Et en plus, Shawn Michaels qui fait l'effrayant en voyant l'arrivée de l'Undertaker. Donc il fait comme si ouh, j'ai peur, j'ai très très peur. L'air de dire comme ça. Donc je sais bien qu'il va même sortir à l'extérieur pour dire à Hunter Hearst Helmsley, Triple H, de venir dans la cage pour l'affronter à deux. Mais c'est la stipulation, ils sont enfermés tous les deux jusqu'à ce qu'ils vont réussir à sortir de la cage. Et en plus, il va y avoir des spots dans le toit de la cage. Et encore un peu, la cage manque de se détériorer, si on peut appeler ça comme ça. Et il va y avoir une chute sous la table des commentateurs. Par contre, on va dire la hauteur de la cage n'était pas si haute que ça. Mais il y avait quand même pas mal de risques. Donc, des années précédentes, la cage elle sera très haute. Donc, Shawn Michaels, il finit ensanglanté, il va se manger un coup de chaise. Et au moment où l'Undertaker était prêt à en finir, c'est les débuts de Kane. Donc, Kane arrive, il arrache la porte de la cage. Il fait son fameux, on va dire, vous voyez avec les bras avant qu'il les baisse, c'est que les flammes apparaissent. Il lui fait un Tombstone Piledriver à Undertaker. Et ça permet à Shawn Michaels de remporter le match. Donc, il est pas mal. Ce match a reçu un 5 étoiles. Mais après, je sais pas s'il mérite entièrement un 5 étoiles. Car je voudrais bien un petit peu modifier, même s'il reste quand même un classique. Je crois que je le mettrais un 4,70. Voilà, un 4,70. Raw en enfer. Match pour le LNSL. Pour les titres par équipe de la WWF, WWE. Voilà. Stone Cold Steve Austin et l'Undertaker face à Kane et Mankind. Alors tout d'abord, je crois que c'est Stone Cold qui arrive en premier. Et ou alors il arrive en second. Parce qu'à la fin, l'Undertaker, il va tarder son entrée. Donc il va apparaître n'importe où. Donc il va apparaître à l'intérieur de la cage où il va frapper Paul Bearer. Donc le match est lancé, mais par contre ça se termine de manière bizarre. Il y a baston, et ça se termine comme ça. Donc ce match-là, je crois qu'il mérite un 3,10, pas plus. Donc 3,10 là. Ensuite, en plus c'était à Raw le 15 juin 1998. Donc on est déjà en 98. Donc le match de la référence. Donc un match de la NSL, encore une fois. L'Undertaker contre Mankind. Là, Mick Foley il explique que vu comment il devait affronter Undertaker dans un NSL,
Lui voulait du vraie intensité et c'est ce qu'il voulait. Et aussi il expliquait pourtant son parcours en disant il savait même pas, on va dire, retenir son souffle jusqu'au ring pendant pas mal de longues minutes. Il pouvait même à peine faire des pompes correctement. Et aussi il explique qu'il a même un peu failli mourir aussi dans ce match. Car les pires blessures sont très fréquents. Donc, en plus, Mankind décide d'y aller directement sous le toit de la cage pour attendre l'Undertaker pour venir l'affronter. Et l'Undertaker, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va monter sous la cage, il va commencer à le foutre des roustons. Et j'espère que vous avez l'image en tête quand Mankind saute de la cage et qu'il atterrit sur la table des commentateurs et que même Jim Ross disait en commentaire qu'il aurait tué. Sauf qu'il n'aurait pas tué, mais par contre, il a été mis à mal durant tout le match. Donc, il y avait une civière qui était là pour essayer de sauver Mankind. Vu comment il a fait une chute du haut de la cage. Donc, on croyait que le match allait s'arrêter là. Mais Mick Foley continue encore. Il veut monter du haut de la cage alors qu'il a reçu une première chute. Donc, il va commencer à s'affronter sous le toit de la cage. Et là, cette fois-ci, là, l'Undertaker, il va aller plus sévèrement. Il va le prendre en manière de chokeslam et il va le faire passer Mankind à travers le toit de la cage. Donc, il passe à travers et il tombe mal en plus. Hein, car il va même se prendre la chaise, enfin, je crois que c'est les pieds de la chaise dans la tête. Et qui aura même perdu une dent qui va se retrouver sous son nez. D'ailleurs, c'est la vérité, il va se retrouver en plein milieu des trous du nez. Donc on a cru, ça y est, c'est terminé. Il a reçu 2 chutes et 2 chutes, non, c'est limite. Eh ben, il continue Mankind. Donc il montre qu'il n'est pas mort. Donc il veut encore continuer. Jusqu'à ce que, je crois qu'il ramène des punaises. Et il le met sous le ring. Donc il fait une rivière de punaises. Oui, il fait une rivière de punaises. Et malgré ça, eh ben, il se prend un chokeslam et il atterrit dans les punaises. Oh purée, qu'est-ce que c'était intense ce match. Il n'y a pas à dire, c'était vraiment intense. Hein. Donc, il reçoit 2 grosses chutes, plus une chute dans les punaises. Donc, il aura subi, on va dire, 3 chutes différentes. Mais à la fin, l'Undertaker fait un Tombstone Piledriver et il remporte la victoire, bien sûr. Donc, il est temps pour Mankind de le transporter à l'hôpital. Le plus proche, bien sûr. Mais en plus, il sera là pendant la fin de la soirée. Car lors d'un match First Blood, même s'il n'est pas dans ce match, il va continuer. Et aussi, quand la cage sera grande ouverte, il décide d'attaquer Stone Cold. Stone Cold l'allume, bien sûr. Et après, l'Undertaker, il arrive avec une chaise. Stone Cold avait une chaise. Taker l'avait déjà. Mick Foley se relève. Et c'est Stone Cold qui se prend une chaise dans la figure et qui finit ensanglanté. Et il perd le match. Donc voilà, maintenant, vous saviez, si vous n'avez pas vu ce match, il y a moyen de trouver ce match-là par rapport aux autres DVD. Ça, je dirais une autre analyse peut-être. Mais en tout cas, sur l'histoire du Taker, j'ai loin d'être terminé avec lui pour terminer son histoire dans les coffrets. Mais en tout cas, ce match-là entre Taker et Mankind, je lui mettrais un 4,80. Vraiment, j'avais des frissons durant ce match. Et en plus, c'était au King of the Ring, 28 juillet 1998. Ensuite, le partenaire devient des adversaires. Donc, match de la NSL, Mankind contre Kane, à Raw le 24 août 1998. Excusez-moi si vous voyez pas bien, parce qu'à cause du marqueur indélébile, ça gâche un peu l'écriture. Donc, voilà. Là, cette fois-ci, Mankind, il décide encore presque à se manquer de se suicider encore.
Donc là, il décide encore d'aller plus haut, mais Kane l'en empêche. Et Mankind tombe encore mal, mais cette fois-ci sur la table des commentateurs. Donc mauvaise réception. Et après, ben, au moment où ça se passe dans le ring, Kane corrige son adversaire. Et je crois que c'est au moment où Stone Cold Steve Austin arrive, il prend une chaise. Et par contre, je me plaignais à l'époque de 2019 qu'il y avait disqualification dans un NSL lors de The Fiend contre Seth Rollins, qu'il y avait disqualification dans la cage. Et bien là, il y avait disqualification. Donc là, je me dis, mais what the fuck, pourquoi ils font ça? Non, dans un match où tout est permis, il n'y a pas de disqualification. Il n'y a pas de putain de disqualification. Donc c'est ridicule. Vraiment ridicule. Donc ce match, bien mais sans plus. Donc celui-là, je lui mets un 2,90. Voilà. La carrière est en jeu. Donc un match pour le NSL, pour le titre de la WWE. Et la carrière de Cactus Jack était en jeu. Donc là, cette fois-ci, c'est Triple H contre Cactus Jack. Et c'est à WWF No Way Out le 27 février 2000. Oui, parce qu'on le voit pas très bien à cause que j'ai passé ça. Mais c'est bien le 27. C'est bien le 27. Ouais, en plus, je l'ai fait moi-même et j'espère que ça vaut largement le coup. Mais en tout cas, entre Triple H et Mankind, c'est aussi très connu. Vraiment connu aussi, même si il est un peu récent par rapport aux autres matchs. Mais voilà, c'est là où c'est qui tout double pour Mankind. Soit il remporte le match pour le titre et rester à la WWF, ou alors prendre sa retraite et aller ailleurs. Donc ce qui va se passer, je me rappelle que la cage se ferme et que la porte était cadenassée. Donc il ne pouvait pas sortir pour faire ces fameux spots au-dessus. Donc Mankind décide une chose, prendre un escalier en acier, le jeter contre la cage et aussi passer à travers pour mieux sortir et gravir l'échelle. Mais après Triple H va le suivre, hein. Il va vraiment le suivre et en plus il va même venir avec un madrier en bois. Ouais, je crois que c'est un madrier. Et qui va même foutre le feu dans ça. Donc on s'est dit ça y est, il va cramer Triple H avec ça. Eh ben non. Eh ben non, il se fait esquiver. Donc Triple H se fait pas brûler. Et aussi, au moment où je crois que Mick Foley reprend l'avantage cette fois-ci, je crois qu'il voulait faire son double arm DDT ou alors un marteau pilon sur la cage. Eh ben au moment, je me rappelle que Triple H le fait passer par-dessus sa tête. Donc Cactus Jack passant à travers la porte de la cage. Et cette fois-ci, ben, le ring, ben, il y a un énorme trou. Donc il a fait un trou dans l'énorme ring. Et en plus, ça ne amortit même pas la chute. C'est pour vous dire. Donc ça le détruit de plus en plus. Mais après, je suis sûr qu'ils ont enlevé tout ce qu'on va dire le bois pour ça paraît plus impressionnant. Mais quand même, ça... c'est quand même, on va dire, un peu dangereux quand même. Donc Triple H n'arrive pas à le battre, donc il le matraque à coups de poing, et il fait son fameux pedigree et il remporte la victoire. Donc ce match, vraiment pas mal, vraiment pas mal. Je lui mettrais un 4,50 à ce match-là. Voilà. Ensuite, les 6 hommes. Donc match de LNSL de 6 hommes pour le titre de la WWF WWE. Voilà. Donc Kurt Angle contre The Rock, contre Stone Cold Steve Austin, contre Triple H, contre l'Undertaker et contre Rikishi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personnes. Et c'était à Armageddon le 10 décembre en 2000. Donc vraiment pas mal, en plus à 6 personnes. Donc il s'est vraiment passé de tout dans ce match. Il y a
Au début, je me rappelle, ça se battait partout, que ce soit dans le ring ou à l'extérieur. Et en plus, il y a même McMahon qui va même arriver avec un camion rempli de sciure de bois, je crois. Je crois que c'était sciure de bois. Et ben il va revenir, il va même casser la porte de la cage. Donc pour les catcheurs de se battre n'importe où. Je me rappelle que ça va même où est-ce qu'il y a les voitures du décor. Donc les catcheurs se battent dans la voiture du décor. Et je crois qu'ils font des spots sous les voitures et les tonneaux. Tandis que dans le ring, ça continue à se battre. Et même monter jusqu'en haut de la cage. Et attendez, si je me trompe pas, c'est là où l'Undertaker fait un spot sur Rikishi où il fait un choc slam où il fait tomber Rikishi dans les sciures de bois. Donc c'est là où il sera out durant tout le combat. Mais heureusement pour Rikishi, ça l'a vraiment amorti le choc. Car sinon le choc aurait été fatal pour lui. Mais il a eu de la chance, il a eu de la chance. Et attendez, si je me trompe pas, c'est Kurt Angle qui remporte le match. En faisant le tomber sur Triple H. Et je crois sous The Rock aussi. Tandis que l'Undertaker et Stone Cold Steve Austin étaient out. Et même Rikishi. Donc il remporte le match. Et ce match-là, vu comment il est vraiment énorme, je le mettrais un 4,70. Voilà. 4,70, c'est du bon. Ensuite, DVD 2, donc je vous avais déjà dit du début, la cour de récréation du diable, donc fin du jeu, donc fin de game, sauf que je l'ai fait un petit espace. Ensuite, Hell in a Cell match, Triple H contre Chris Jericho, à WWF ou WWE, Judgment Day. Je crois que c'est à ce moment-là où il va passer WWE dans les pay-per-view. Mais après, j'ai quand même mis WWF, hein, on sait jamais. Donc c'est à Judgment Day, je l'ai déjà dit, 19 mai 2002. Pas mal, un énorme match entre Triple H et Chris Jericho. Vraiment énorme. Ils se battent comme d'habitude sur le ring. En plus, ce Chris Jericho, il a du talent, c'est un énorme technicien. Triple H aussi un grand technicien et il est énorme sous le ring. Donc, les deux hommes inspirent du bon catch. En plus, ils savent ce qui est bon en matière de in-ring. Donc, ça nous permet d'avoir un grand match. Et de toute façon, ça sera le cas. Ça sera réellement le cas. Et le plus surprenant, il va avoir même tombé, même au-dessus de la cage. Donc que ce soit en dehors de la cage ou sous le ring, et même au-dessus de la cage, eh bien, on peut faire des tombées. C'est un peu du False Count Anywhere match. Donc les tombées peuvent se faire n'importe où. Mais vraiment énorme quand même, hein, vraiment énorme. Je me rappelle que Triple H avait une massue, il a voulu le mettre KO Chris Jericho, mais ça va pas suffire. Donc je me rappelle que Chris Jericho va monter au-dessus de la cage. Et que même Triple H va même venir avec un madrier. Mais cette fois-ci, il va pas mettre le feu. Donc ils vont pas mettre le feu sur le madrier. Mais il va l'utiliser en le faisant un coup sur la tête de Jericho. Ah, ça doit niquer la crinière de Chris Jericho. Hein. Ça doit vraiment piquer même le crâne. Hein. Ouh, en tout cas, j'aimerais pas être à leur place de me prendre un madrier en pleine tête. Mais après, ben, Chris Jericho, ben, il se retrouve presque inerte, vu comment Triple H va lui faire un pedigree. Et c'est le tombé, donc c'est victoire de Triple H. Ouais, vraiment énorme, vraiment énorme. Donc ce match-là, je le mettrais un 4,40. Voilà, mais ça reste quand même du bon. Ensuite, gagner le respect. Match de NSL, comme d'habitude. Donc je vais dire tout le long match de NSL. Pour le titre incontesté de la WWE, donc le titre de la WWE, Brock Lesnar contre l'Undertaker à No Mercy le 20 octobre 2002. Donc leur affrontement en 2002 est quand même énorme aussi. Donc il est vraiment pas mal. En plus, Brock Lesnar fait une très bonne prestation dans la cage. Et
Et Undertaker, ben, vu comment c'est l'expérimenté, c'est forcément, on va dire, le plus habitué. En tout cas, Undertaker et Triple H, c'est sûr, c'est des gros spécialistes de Hell in a Cell, parce que certains pensent que c'est l'Undertaker, que la cage in a Cell lui appartient, mais sauf que Triple H est un habitué de ces matchs comme ça. Donc ils en font tous les deux leur spécialité respective. Ouais, en plus, Brock et l'Undertaker, quand ils sont tous les deux enfermés, ben, c'est, il n'y a que de la violence dans ce match. Vraiment de la violence. Je me rappelle que tout d'abord, c'est l'Undertaker qui fait saigner Brock Lesnar. Je crois qu'il le fait saigner tout d'abord et il commence à le matraquer de coups. Et même Paul Heyman est à l'extérieur. Il voulait ben, en défendre son client malgré qu'il est dans la cage. Et ben, Undertaker s'occupe de Paul Heyman et il lui prend avec sa cravate en le faisant passer ben, la tête sanglantée à travers la cage. Donc Paul Heyman aussi va saigner. Donc il va couler du sang et après ben, c'est Brock Lesnar qui va prendre l'avantage cette fois-ci et il va à son tour faire saigner l'Undertaker. Et en plus durant tout le match, ben, tout mise sur le bras cassé de l'Undertaker. Car Brock Lesnar avait cassé le bras de l'Undertaker. Donc ils ont décidé de faire une storyline avec ça pour en faire un match extrêmement sanglant. Et en tout cas ça va l'être. Hein. Car l'Undertaker va pas arrêter de pisser sang. Et là, c'est du vrai, hein, parce que si vous posez des questions en disant ouais, donc là, c'est du faux, oui, il saigne pas vraiment, tout ça, nanana. En tout cas, on peut voir à la télé quand ça coule abondamment, mais que ça se calme pas, enfin, que l'ouverture qui a été ouverte ne se ferme pas, ça se voit bien que c'est du vrai sang. Bon, après, les catcheurs, ils ont une technique. Hein. Par exemple, le blade job. Donc, il s'ouvre avec une lame de rasoir ou cutter, ou peu importe quelle lame, pour rendre le match encore plus intense. Mais après, souvent, c'est les catcheurs qui font saigner leur adversaire. Hein. Donc, souvent, c'est le faire saigner en l'ouvrant sur la plaie. Hein. Donc, il y a deux façons de saigner. Et par exemple, dans la bouche, je sais bien que dans la bouche, on a une petite capsule pour mieux saigner, alors que tu saignes pas vraiment de la bouche, et encore moins de l'estomac. Donc je me rappelle un match très intense, et en plus Paul Heyman prend la ceinture pour mieux attacher le bras du Taker, pour que Brock Lesnar prend la chaise et massacre le bras de Taker en faisant du petit bois avec, jusqu'à ce qu'en casser la ceinture de Paul Heyman. Ouais, la ceinture qui tient le pantalon. Mais ça va continuer malgré que Undertaker va être ensanglanté. Et le finish du match, c'est un F5 de Brock Lesnar. Et il remporte tout ce match. Et il conserve son titre. Donc, énorme match sanglant. Vraiment, on va dire un des meilleurs dans ce coffret. Donc, ce match-là, je crois que je le mettrais un 4,70 à ce match-là. Voilà. Ensuite, arbitre invité spécial. Donc, match à NSL pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Donc, Triple H contre Kevin Nash à Bad Blood le 15 juin 2003. Pas mal entre Triple H et Kevin Nash, même si je m'attendais à mieux de Kevin Nash, pardonnez-moi. Je m'attendais à mieux, mais ça va. Bon, en tout cas, c'était un bon match intense. Je crois que c'est un des deux qui va finir en sang. Parce qu'un coup que... Je me rappelle tout le long du programme, la plupart des catcheurs finissent en sang. Complètement. Que ce soit à travers leur masque ou sans masque, ou même peinture faciale, ça peut arriver parfois, eh bien on peut même saigner. Aujourd'hui, depuis on va dire, depuis 2008-2009 jusqu'à aujourd'hui, on va dire ce n'est plus pareil, vu comment il y a peu de matchs où la plupart des catcheurs finissent en sang, donc c'est tellement rare maintenant. Donc en plus pour que le match soit intense, il faut savoir créer une bonne histoire. En tout cas, toute l'histoire mise aux côtés de l'amitié brisée entre Triple H
Et Kevin Nash, pareil pour Triple H et Shawn Michaels, que je vais suivre par la suite. Je me rappelle que Triple H anéantit très vite Kevin Nash. Avec un pedigree, je crois, et un coup de sledgehammer. Donc massue, voilà. Et il bat Kevin Nash. Donc ce match-là, je crois que je lui mettrais un 4,5 à ce match-là. Donc voilà, pas mal, vraiment pas mal. Ensuite, ben, les bons amis sans... Oh là là. Ah d'accord, les bons amis ne le sont plus. Oh purée, faut que j'apprenne à lire correctement. LNSL match toujours, bien sûr. Triple H contre Shawn Michaels à WWE Bad Blood, 13 juin 2014. 2004. Oh putain, 2004. 2004. Donc énorme ce match aussi. Vraiment énorme. Donc pareil, un match sanglant. Et en plus, pareil, une amitié brisée qui date de 2002. Et que cette fois-ci, ils veulent mettre un terme à leur rivalité. Donc ils veulent se donner coup pour coup, prise pour prise. Vraiment, ça veut s'entretuer. Il n'y a plus d'amis qui comptent dans ce match. Vraiment plus aucun. Donc ça va leur conduire à leur fameuse destruction dans le ring. Je me rappelle que lorsque Shawn Michaels voulait faire son switch and music, il se prend un coup bas de la part de Triple H. Donc un coup dans les parties intimes, il se prend un pedigree, mais il se relève. Donc maintenant il connaît les arsenals de Triple H. Et Triple H, il connaît les arsenals de Shawn Michaels. Donc les deux se connaissent sous le bout des doigts. Mais il est pas mal, il est vraiment pas mal. Je me rappelle qu'il avait sorti une massue. Et Shawn Michaels, eh ben, il avait sorti une table et une échelle. Peut-être des chaises aussi. Peut-être des kendo aussi. Mais en tout cas, ils nous ont utilisé des objets. Et je crois qu'à la fin... À la fin où c'était, on va dire, le dernier pinacle de la rivalité, Shawn Michaels voulait en terminer. Mais après, il sera entièrement trop KO. Au moment où il va se prendre un ultime pedigree de la part de Triple H. Et Triple H, ben, il remporte la victoire. Et il se fait aider par les membres de l'Evolution. Ric Flair, Randy Orton, Batista. Donc il se fait vraiment aider. Pas mal. Vraiment pas mal. Je lui mettrais un 4,80. Vu comment le match est quand même magnifique. Même s'il est intense. Mais il est quand même pas mal. Donc vraiment pas mal. Pour s'ensuite. Alors DVD 3, ben, c'est pareil, la cour de récréation du diable, l'évolution d'un animal, donc LNSL match, donc pour le titre du monde poids lourd de la WWE, Batista contre Triple H, à WWE Vengeance 26 juin 2005, voilà. Eh ben pas mal, vraiment pas mal, aussi un bon match sanglant entre Batista et Triple H. Je me rappelle que Triple H voulait entièrement en terminer avec Batista. Il voulait réellement finir avec lui. Car pour lui, se faire trahir par un de ses bras armés de l'évolution, Triple H n'apprécie pas ça. Donc il est temps pour lui de corriger ses élèves. Hein, on peut appeler ça ses élèves d'apprentissage. Malgré que Triple H et Batista, ils avaient à peu près, je crois, le même âge. Mais c'était Triple H expérimenté, il fallait suivre l'expérimenté. Et en plus, Batista, malgré ses 5 ou 6 ans d'apprentissage, est quand même un peu over-reptile, faut pas se le cacher. Donc il était un peu surévalué. Donc il fallait que Triple H le build comme un vrai animal féroce. Et c'est ce qu'il va nous faire. Il va nous builder comme un vrai animal féroce. Il va même prendre une chaîne pour essayer de le maintenir en chaîne. Vu comment son élève vient de mordre la main qui la nourrit. Donc il décide de le recorriger. En le corrigeant sévèrement. Et ils ont même pris une chaise barbelée. Donc c'est la seule chose qui m'a aussi marqué.
un escalier en acier, c'est la base. Peut-être aussi une massue. Oui, même la massue. Et je me rappelle que au moment où Triple H était au sol, Batista prend la chaise et il le fait râper comme un râpe à fromage, et même à travers la cage. Donc ça passe vraiment du côté de la barbarie, vraiment de la barbarie. Et après, qu'est-ce que je me rappelle encore? Je me rappelle qu'un Batista bombe, Triple H se relève, et un pedigree, Batista se relève. Au moment où on arrive, on va dire, au dernier stade final, Batista fait un spinebuster sur Triple H sur l'escalier en acier, et il lui porte aussi un Batista bombe, mais sauf que Triple H, il avait la massue, il a voulu le cogner avec, mais c'était trop tard, il était parti pour son Batista bombe. Donc victoire de Batista. Et à cette époque-là, Triple H menait 3 défaites face à Batista, donc il n'arrivait pas à battre Batista jusqu'à 2019. Oui, je sais que c'est depuis 2019. Donc depuis 2019, Triple H bat Batista. Bon. Le match est pas mal, vraiment pas mal. Je lui mettrais un 4,60 pour au niveau d'intensité. En ce moment, je vais mettre que des 4, hein. Donc je sens que je vais faire durant tout le match. Donc 26 juin 2005, ça j'avais déjà dit. Donc Legend Killer, donc le tueur de légende. Elimination Match, bien sûr. L'Undertaker contre Randy Orton. Randy Orton était accompagné par son père, le Cowboy Bob Orton. Donc le Cowboy Bob Orton doit assister à la scène du massacre de son fils. Même s'il va très bien se débrouiller, Randy Orton. Donc il va très bien riposter. Il va même essayer de mettre à mal l'Undertaker durant toute la rencontre. Au moment où Randy Orton va commencer à saigner. Donc il va commencer à saigner durant le match. Donc il va finir ensanglanté. Et aussi, je me rappelle que... Attendez... Il va même utiliser l'escalier. Je crois que ça va se retourner contre Randy Orton. Non, parce qu'en plus, Randy Orton, il avait un escalier. Mais ça va se retourner contre lui. Vu comment l'Undertaker va prendre l'escalier et se retourner contre Randy Orton. Et il y a même... Cowboy Bob Orton qui a voulu s'interposer, mais lui aussi, il se fait, on va dire, amener par le Taker en se faisant râper le visage sur la cage. Donc lui aussi va finir en sang. Et après, je crois qu'ils mettent KO l'arbitre. Ils mettent KO l'arbitre. Et donc, durant tout le match, il manque un arbitre. Donc, un arbitre doit rentrer vite sur le ring pour valider le tombé. C'est Charles Robinson, le célèbre arbitre connu. Eh ben, il n'aura même pas le temps de rentrer sous le ring. Ou alors il se fait traîner par Bob Orton. Et il lui donne un coup de plâtre en pleine figure sur Charles Robinson. En ce moment, c'est le deuxième arbitre qui blesse. Hein. Par contre, j'avais même oublié de dire dans le premier match, mais il y avait un caméraman qui était blessé dans le premier match. Et aussi dans le second, je crois, entre Undertaker et Brock Lesnar, peut-être, où il y a un arbitre qui va se blesser gravement et mettre un terme à sa carrière d'arbitre. Je crois que c'est... Tim White, je crois. Je crois que c'est Tim White. Oh, possiblement. En tout cas, c'est peut-être lui. Donc cette fois, mais pas le cas de Charles Robinson, hein, car le type est super bien entraîné en termes d'arbitrage et il continue. En tout cas, à l'heure actuelle. Donc vraiment pas mal. Au moment où l'Undertaker allume Cowboy Bob Orton, il va allumer le fils en faisant un ultime Tombstone Piledriver qui va faire sursauter Randy Orton. Donc un Tombstone, il sursaute comme s'il avait des crises d'épilepsie ou alors que son corps était possédé. Donc il va terminer sur ça et célébrer au-dessus de la cage. Vraiment énorme. Ce match-là, je crois que je pourrais le noter 4,60. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le mettrai ça. Ensuite, une
version améliorée. Donc la cage est devenue grande maintenant, donc c'est à partir de 2006 où la cage va s'agrandir. Jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui la cage elle est rouge. Quelle drôle d'idée quand même. Donc, donc la cage commence à grandir. Et c'est un match handicap par équipe. Dans la NSL, vous savez la base, du coffret. Donc c'est D-Generation X, DX, Shawn Michaels et Triple H contre Monsieur Vincent, Kennedy McMahon, donc Vince McMahon, et Shane McMahon contre, enfin avec le Big Show. Donc 3 contre 2. Je me rappelle au début. Je vais vous dire, je me rappelle le début. Au moment où la cloche sonne, les McMahon haranguent l'ADX. Donc l'ADX, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent s'approcher pour en foutre une au vieux Pépé. Je peux appeler ça comme ça. Et le petit... allez... le petit frimeur, je pourrais l'appeler. Eh ben c'est là où le Big Show joue le mur. Donc il joue le garde du corps. Eh ben... Shawn Michaels et Triple H, ils avaient une idée en tête. Donc ils se regardent face à face. Et au moment où ils prennent une décision, eh ben ils donnent tous les deux un coup de pied parti de Big Show. Et ils commencent à allumer les McMahon. Oh, bon sang. Oh purée, qu'est-ce que c'était drôle ce moment. Et après, encore et encore. Là, cette fois-ci, Triple H et Shawn Michaels vont refaire le même coup. Ils vont encore lui donner un deuxième coup de pied dans les parties. Ah, je suis mort. Oh purée. Donc c'est le seul truc qui m'a fait rire durant ce match. C'est vraiment tout le truc qui m'avait vraiment fait rire. Mais après, ils allument les McMahon. Bien sûr, les McMahon vont encore prendre l'avantage. Ils vont essayer de s'habituer dans les matchs comme ça, manière dure, même s'ils ne sont pas de très très grands catcheurs. Même s'ils imitent un peu les prises, un peu comme des grands catcheurs, mais ça fait pas des grands catcheurs. Je me rappelle que Shawn Michaels et Triple H finissent en sang. Shane McMahon aussi. Vince McMahon pareil. Mais par contre le Big Show, je sais pas s'il va finir en sang. Mais en tout cas, il y a un truc que je vais vous dire qui va arriver par la suite, vous allez voir ça. Tout d'abord, ça a un spot sur la chaise. Donc Shawn Michaels, je crois que c'est lui. Il fait un spot sur Shane McMahon. Donc il fait un DDT sur la chaise. Tête la première. Ça le met hors d'état de nuire Shane McMahon. Pour un court laps de temps. Le Big Show fait tout le travail. Donc il fait tout le travail, mais après il va se manger un coup de chaise. Donc il va se retrouver pendu sous les cordes. Comme une grosse couverture. On va dire ça comme ça. Il va être séché sur la troisième corde. Comme si c'était une grosse couverture mouillée. Et là, ben, Shawn Michaels et Triple H, ils font face au patron. Qui est, on va dire, un peu le seul survivant. Donc Vince McMahon voit qu'il est en difficulté, que son fils est KO, que le Big Show, ben, il est séché comme un vieux lock, comme une vieille lock, on va appeler ça comme ça, ou vieux couverture, ou un gros sous-vêtement, hein, si vous voulez avoir l'image en tête. Donc peu importe. Donc je me rappelle, il fait face au DX. Et après, ils ont encore une idée, Triple H et Shawn Michaels. Ils vont baisser le froc du Big Show. En train de montrer ses fesses. Et après, il bourre la tête de Monsieur McMahon sous le cul du Big Show. Oh putain. Oh purée. Oh,
Oh, des tonnes de conneries qu'ils ont fait durant ce match. Bon, après, je passe directement à la fin. Triple H, il avait la massue. Il avait la massue. Et il va le frapper sévèrement sur son beau-père et son patron, Monsieur McMahon. Donc il casse, je crois, le bout de la manche de la massue. Et là, on s'est dit, ça y est, il a tué son beau-père. Il a tué son beau-père. Espèce d'enfoiré. Comme dans South Park. Vous voyez, oh putain, il a tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Donc là, on peut dire, ah ben, il a tué son patron. Espèce d'enfoiré. Et il en termine le match. Ils ont terminé le match, mais à la fin, ben, les McMahon à l'hosto. Donc il finit à l'hôpital. Et c'est une victoire légendaire de DX en tout cas. Donc il était drôle, mais aussi intense. Je crois que celui-là, je le mettrais un 4, non, à ce match-là. Je le mettrais vraiment il m'a vraiment fait rire ce match-là. Donc je le mets sans hésiter. Donc le dernier en date. Donc le dernier en date parce que je crois qu'il est sorti en 2008. Si je me trompe pas. Encore un match à l'INSL. Donc la dernière fois je vais dire ça. Pour le titre du monde poids lourd de la WWE, bien sûr. Batista contre l'Undertaker. Oh purée. Oh oui. Purée, j'ai oublié de le marquer. Mais je vais le marquer après Survivor Series 2007. Ne vous inquiétez pas, je vais vite le marquer. Oh purée, je l'ai oublié. Je suis pas très malin, mais je vais le faire. Vous en faites pas. Donc je me rappelle, il s'est passé tout dans ce match. Donc leur manière de combattre est très intense. Vraiment intense. Je me rappelle que ça va jusqu'à l'extérieur. Ça passe à travers les cages. Ça saigne pas bien sûr. Mais au moment où l'Undertaker va prendre une chaise. Il va prendre une chaise. Il va mettre sur la gorge de Batista. Et il va le faire écraser la glotte. Enfin la gorge de Batista sur l'escalier enlacé. Et Batista va commencer à cracher du sang. Après, je sais pas s'il avait une capsule. Hein. Je sais pas s'il avait une capsule pour simuler ce soi-disant saignement de la bouche, mais il est fort possible. Hein. Il est fort possible. Donc il a atteint de la gorge en ce moment, dans ce match, mais il va pas être mort face au Deadman, car il faut pas tuer l'animal. Enfin, il faut pas vendre la peau de l'animal pas avant d'avoir tué. C'est un peu la référence que les ours. Mais après, je me rappelle, Batista voulait en finir direct, mais c'est plus l'Undertaker qui voulait plus en finir. Il avait fait un tombstone. L'Undertaker fait un tombstone sur Batista, bien sûr. Et Batista se relève. Donc maintenant, il connaît trop bien les tombstone piledriver. Il a déjà subi. Donc il décide de se relever. Et ça plaît pas au Deadman. Ça le plaît pas du tout. Mais vraiment pas. Donc il décide d'asséner un tombstone, mais cette fois-ci dans les escaliers en acier. Donc c'est là où il va faire le tomber. Et c'est au moment où il y a intervention. Ce soi-disant caméraman était Edge, donc il attaque l'Undertaker sauvagement, surtout en prenant une caméra, voilà. Après, il place Batista sur l'Undertaker. Et c'est une victoire de Batista sur l'Undertaker. Donc, match vraiment intense, vraiment le plus intense aussi. Donc c'est le dernier en date, même s'il y en a pas mal, un paquet en tout cas. Je lui mettrais celui-là un 4,80. Voilà, un 4,80, ça fait pas mal. Ensuite, déterminer une carrière. Et ça se termine là-dessus. Voilà, j'ai terminé avec cette review sur Hell in a Cell. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette review. J'ai un petit peu le hockey, mais ça va. Donc j'espère que vous avez très bien aimé. Moi en tout cas, je l'ai fait comme on m'avait demandé de le faire. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, l'ensemble du coffret, malgré que c'est pas, on va dire, mes trucs préférés, on va dire tout ce qui est ensanglanté.
Qu'est-ce que je pourrais mettre même s'il est énorme? Je pourrais peut-être lui mettre un 5. Ou alors je peux le mettre direct. Hein, donc je vais quand même le mettre un 5. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous avez très bien aimé cette review sur Hell in a Cell. Donc si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de mes prochaines vidéos qui vont peut-être suivre. Donc moi je vous dis à une autre prochaine vidéo. Merci à tous, bonne journée, bonne soirée à tous et au revoir tout le monde.